est-ce qu'il serait pas temps de refaire un épisode des anecdotes à l'hôpital? Je dis ça comme si vous alliez me répondre, mais en fait c'est le processus que j'ai eu en me disant putain mais ça fait longtemps, il faudra peut-être que je ressorte une vidéo sur les anecdotes, vu que vous m'en réclamez quand même souvent. Bonsoir, ceci est l'introduction de l'introduction que je filme après avoir fini le montage de la vidéo que vous venez de voir. Bon, j'aurais juste à rajouter cette partie. Vous allez voir que dans l'introduction, je parle plusieurs fois d'anecdotes comme s'il s'agissait d'un épisode classique des anecdotes de l'hôpital. Et du coup, je suis obligé de vous faire cette petite vidéo pour vous prévenir que faut pas vous attendre à des choses drôles comme vous avez pu voir dans les autres épisodes. C'est d'ailleurs pour ça que le titre de cette vidéo, ce sera pas des anecdotes à l'hôpital, mais plutôt des histoires à l'hôpital, pour enlever ce petit côté drôle qui est souvent associé à McFly et Carlito avec les concours d'anecdotes. Là, c'est des choses qui sont pas drôles du tout, et si vous êtes pas dans un bon mood, ne regardez pas forcément cette vidéo, parce qu'il y a deux histoires. La première n'est absolument pas joyeuse, la deuxième commence de façon assez triste, mais finit d'une belle façon. Mais voilà, je me dois de vous prévenir que vous ne soyez pas choqués, je vais vraiment raconter des choses qui se passent depuis l'intérieur de l'hôpital. Ce n'est pas léger comme les précédents épisodes des anecdotes, et là, c'est vraiment des histoires qui sont à la fois intimes, même si je vais préserver l'anonymat des patients, et intime pour moi, parce que c'est des situations qui m'ont bouleversé. Les deux situations m'ont énormément bouleversé. Et voilà, après avoir revu le montage, j'ai hésité beaucoup à publier cette vidéo, et je me dis qu'en fait, je dévoile rien d'anormal pour les patients, et d'un autre côté, je raconte des choses que j'ai vécues moi, et donc je trouve ça tout aussi intéressant que des anecdotes qui peuvent être drôles. Parce que l'hôpital, ça n'a rien de drôle, c'est avant tout quelque chose d'éprouvant, quelque chose où on va vivre beaucoup d'émotions, et donc, pour moi, cet épisode reflète bien qu'on vit à l'hôpital. Donc je le trouvais important, et j'ai hâte d'avoir vos retours. Mais ne regardez pas si vous n'êtes pas dans un bon mood. Sauf si vous voulez switcher directement sur la deuxième histoire. Là, ça va vous redonner le sourire, parce qu'elle est vraiment belle. Allez, bisous. Je vais raconter deux anecdotes, mais en réalité, la première, c'est une anecdote qui est un petit peu glauque pour le patient et qui aurait pu être très glauque pour moi aussi, vous allez voir. Et la deuxième, c'est presque plus une histoire qu'une anecdote. Le décor est posé, c'est parti. Du coup, première anecdote, c'était en réanimation pédiatrique, et je vous ai dit que c'était très glauque parce que cette anecdote débute avec le décès d'une adolescente. Et à ma connaissance, on ne sait toujours pas vraiment ce qu'elle a fait. Elle était rentrée en réanimation pour exploration d'un déficit immunitaire, c'est-à-dire que son système immunitaire ne fonctionnait visiblement pas correctement. Elle faisait un choc septique sur on ne sait pas quelle bactérie vraiment, c'était aussi en cours d'exploration. Elle était tellement pas bien qu'on avait fini par la mettre sous circulation extracorporelle, sous ECMO, pour remplacer son cœur et ses poumons. Mais malgré ça, ça n'a pas fonctionné, elle est quand même décédée, et c'était extrêmement triste. Donc moi, c'était une adolescente dont je m'occupais, donc j'étais pas vraiment en très bon état non plus à ce moment-là. Et donc en fait, quand un patient décède comme ça, on doit lui enlever tous les dispositifs, on doit un minimum préparer le corps avant de l'envoyer à la mort. On enlève juste tous les dispositifs médicaux, la sonde d'intubation, enfin on enlève tout, vraiment tout ce que nous on a mis en gros, pour vraiment laisser le corps le plus clean possible. Donc bien évidemment, on retire la circulation extracorporelle, et une fois que tout est fait, etc., il y a un médecin qui vient me voir et qui me fait « Merde, Jérémy, j'ai complètement oublié, avant qu'on enlève la circulation extracorporelle, j'aurais voulu que tu prélèves du sang pour qu'on fasse des analyses. Il me faudrait 5 tubes. Je crois que le laboratoire venait de l'appeler ou je sais pas quoi. Bref. Et donc du coup, il me dit il faudrait du sang. Habituellement, ce qu'on fait dans ces cas-là, et qui est encore très glauque, c'est qu'on fait une ponction intracardiaque. C'est possible. Sauf que là, je me dis, j'ai une illumination qui va se retourner contre moi après, c'est qu'on a encore les circuits de la circulation extracorporelle. Une circulation extracorporelle, ça ressemble à ça. Il y a des gros tuyaux qui sont bien évidemment rempli de sang. Et donc je dis, en fait, c'est simple, j'ai du sang là-dedans, il est encore viable, etc. On peut prélever là-dedans. Bon, j'avais clairement pas les neurones alignés, parce que du coup, j'ai mis 2 pinces à clamper sur le tuyau, et en fait, j'ai pris une aiguille pour piquer dans le tuyau et prélever. Vous sentez venir la douille ou pas? Est-ce que vous arrivez quand même à sourire, ou j'ai vraiment trop planté l'ambiance directe, en fait? Je perce le tuyau, je perce le deuxième bord du tuyau, de l'autre côté, et je perce mon doigt entièrement. Donc je fais ce qu'on appelle un accident d'exposition au sang, c'est le deuxième que je fais, et un petit peu de cette manière-là. La première fois, c'était en réanimation adulte quand j'étais en stage, en dernière année d'école d'infirmier, je l'ai raconté dans un autre épisode des anecdotes à l'hôpital d'ailleurs. Sauf que là, en fait, le patient n'avait pas ses résultats, et en fait, dans les causes possibles d'un déficit immunitaire, il y a le VIH. Donc, quand j'ai vu ça, genre vraiment, j'ai ponctionné, j'ai vu le sang, genre vraiment, je venais de vivre un décès, c'était horrible avec la famille, etc. Je regarde mon doigt, je me mets à chialer, mais un truc de ouf. Et en plus, instantanément, le protocole AES, c'est de tremper son doigt dans du daquin. Donc j'étais vraiment avec mon petit pot de daquin, comme ça, et je pleurais, genre, et je pouvais pas arrêter, comme ça, et j'étais, c'est quoi cette journée de merde? Il était 11h du mat, je me suis dit, mais
on m'en veut beaucoup, parce que l'accumulation était forte. Donc le médecin se répand en excuses, parce qu'il se sentait un petit peu fautif, il m'avait donné une mission, bon après, grand con que je suis, j'ai proposé de faire ça, hein, personne m'y a forcé. Et au final, tout s'est bien passé pour moi, vu que les résultats étaient négatifs, et il n'avait pas le sida, il n'avait pas l'hépatite, parce que moi je pensais à ça, mais en fait il y a toutes les autres maladies qui sont transmissibles par le sang, et en fait il avait rien du tout, donc voilà. C'était très très glauque comme expérience dans tous les sens du terme, parce que je suis passé par absolument toutes les émotions en l'espace de quelques heures, voilà. Je sais pas s'il reste du monde à regarder cette vidéo, ou si j'ai vraiment trop plombé l'ambiance. C'est pour ça qu'on enchaîne avec la deuxième anecdote, qui est une histoire qui est belle. Pour ça, la réanimation pédiatrique, on y reste, parce qu'il y a des histoires qui sont horribles, mais à côté, il y a des histoires qui sont tellement belles, que ça nous donne envie d'y rester. On fait une entrée en réanimation d'une gamine qui devait avoir 13 ans, qui présente un syndrome qui est trop bizarre, c'est-à-dire que du jour au lendemain, elle ne parle plus, elle ne bouge plus. Elle est dans son lit, comme ça, et il n'y a pas de contact visuel. C'est vraiment comme si elle était devenue d'un coup encéphalopathe, donc une maladie qui fait que le cerveau n'est pas fonctionnel, ne permet pas d'avoir d'interaction avec autrui, etc. Selon le niveau d'encéphalopathie. Et sauf que elle, c'est vraiment du jour au lendemain. C'est vraiment impressionnant parce qu'on dirait que nous, quand on la voit comme ça, on a l'habitude dans l'hôpital où je travaillais d'avoir des patients qui sont déficits neurologiques et qui du coup sont comme ça depuis très longtemps. Mais elle, la veille, tout allait bien. Et d'un coup, elle est comme ça. Le seul truc, c'est qu'elle respire toute seule, elle est pas de souci, mais elle est prostrée dans le lit et elle ne bouge pas, elle ne décroche pas un mot, elle a pas un contact, rien. On cherche, moi je la prends en charge comme ça pendant 3 jours, et rien, on comprend pas, on suspecte plusieurs choses, etc. En fait, on attend des résultats. Et le diagnostic qui tombe, je crois que c'était une forme de Guillain-Barré. Donc c'est une maladie auto-immune en fait qui se déclenche et qui attaque les nerfs. Et pour ça, il y a plusieurs choses qui peuvent marcher, enfin tout ne marche pas. Chez elle, on va essayer de lui faire ce qu'on appelle des échanges plasmatiques, de remplacer ses anticorps qui s'attaquent à son propre système pour les remplacer par d'autres anticorps. On est obligé de lui poser un cathéter de dialyse, il a fallu lui mettre une sonde urinaire, ce genre de choses, plein de choses vraiment, alors que, encore une fois, elle avait rien, elle avait aucun signe avant-coureur. Et on fait une première séance, ça dure quelques heures, je reviens le lendemain, et elle me fixe. Genre, je vous dis, depuis le début, on pouvait lui faire, on n'avait pas de contact, on n'arrivait pas à avoir de suivi de regard, d'accroche. Le lendemain, elle me fixe droit dans les yeux. Et là, je me dis, mais, waouh, c'est impressionnant. Et en fait, ses parents arrivent, etc., ils sont contents qu'elle fixe les yeux et tout. Donc là, c'était 4e jour d'hospitalisation, je crois que les parents, ils étaient au bout, et voilà. Et la gamine, premier mot qu'elle a dit à ses parents, j'étais dans la chambre et elle dit une phrase qui moi m'a marqué et qui me donne encore des frissons quand j'y repense. Elle a dit: est-ce que on peut mettre la télé pour ma maman? La gamine, ça fait 4 jours qu'elle est prostrée dans son lit, qu'on sait pas si elle se rend compte des choses, etc. La première chose, les premiers mots qu'elle va prononcer, c'est de s'inquiéter pour sa mère qui veille sur elle depuis 4 jours. Alors, on épluche des oignons par ici? Bah, moi, je peux vous dire que ça m'a bien fait chialer. Mais pour une chose positive cette fois. Oui, je suis assez émotif quand même. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu travailles en réanimation pédiatrique? Pourquoi t'as travaillé là-bas? Bah, c'était compliqué à gérer des fois. Non, mais il y a vraiment des situations qui me touchent beaucoup et celle-là particulièrement. Bref, on continue les séances et elle s'améliore de façon exponentielle. C'était vraiment ça le traitement qu'il fallait. Elle se met à remarcher, on la rééduque pour la marche. On arrive à discuter avec elle. Incroyable, incroyable. Et le truc, moi, c'est que du coup, elle a fini par sortir. Les parents nous ont remercié un nombre incalculable de fois, etc. Il y a des mois qui passent, je sais pas combien de mois, 3-4 mois qui passent, et on me dit un jour, cet enfant est là, on va l'appeler Zoé. Zoé est dans le couloir, elle t'attend. Elle t'attend, donc moi j'y vais en fait en binôme avec l'interne avec qui je m'étais occupé de cet enfant, et je vais la voir dans le couloir parce qu'en fait elle venait régulièrement pour faire des consultations, etc. Et du coup elle était repassée pour dire bonjour dans le service. Et je la vois, et en fait je la vois devant moi, et elle fait un tout droit, et elle se jette dans mes bras. Mon petit cœur, il est en PS. C'est le moment où tu respires très fort et tu fais... Ne pas craquer devant la mère. Sauf que la mère s'est mise à pleurer. J'ai pleuré aussi. Et le pire, c'est que l'interne qui était avec moi, elle était en larmes aussi, c'était terrible, enfin bref, voilà. Mais c'était beau, c'était magnifique, et c'est vraiment cette prise en charge, si un jour j'écris un bouquin, pourquoi je dis ça, je ne sais pas, je mettrai cette histoire dedans parce qu'elle est vraiment magnifique, et qu'elle a refait toute une partie de mon expérience en réanimation. Et j'ai eu l'occasion d'avoir des nouvelles après, elle se porte à merveille, c'est une belle histoire, c'est beau, ça arrive. Y a pas que des belles histoires en réanimation, mais ça arrive. Voilà, je sais jamais combien de temps durent les anecdotes, j'ai peur que la vidéo soit encore un peu longue, je me rends pas compte quand je raconte quelque chose, mais mes proches me disent que c'est long des fois. Donc je vais m'arrêter là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'était un petit peu différent d'habitude, j'espère que c'était pas trop glauque la première histoire, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut! I'm in a big house with people I don't know.
reason, but it's not clear.